Torah et Société a choisi cette semaine d'aborder avec le grand rabbin Bernheim le thème du racisme qui traverse la société française alors que la crise économique frappe de plus en plus ceux qui sont fragilisés par la vie. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Un climat, on peut le dire, nauséabond s'installe dans notre pays. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira, a subi ces dernières semaines des attaques racistes venues de temps obscurs que l'on croyait révolus. Les déclarations racistes d'une candidate du Front National, les invectives d'enfants téléguidés par leurs parents traitant la ministre de la Justice de guenon sont une souillure pour la République. Ces propos attaquent frontalement des millions d'êtres humains d'origine d'Afrique, des Caraïbes, des Amériques ou de l'océan Indien, citoyens français ou non, dont les aïeux ont été jadis martyrisés du fait de leur couleur de peau. Ils constituent une atteinte violente contre toutes et tous, car ils vivent au cœur du pacte républicain. De toute façon, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur mémoire, que leurs ancêtres aient été victimes ou non du racisme, qu'ils étaient victimes ou non de l'esclavage, il est évident que, en tant que citoyen français, la question n'est pas seulement de condamner ces propos, n'est pas simplement de condamner ces caricatures, ces dessins, ces discours haineux. Non seulement ils déshonorent la France, mais ils déshonorent les citoyens que nous sommes. Dès lors que nous ne réagissons pas vivement et que nous ne dénonçons pas comme quelque chose qui est insupportable à l'idée d'humanité, nous sommes non seulement en tort, mais c'est peut-être une part de notre identité juive qui perd de sa signification. Être juif, ce n'est pas être supérieur aux autres, c'est être un peu plus responsable que les autres. Et lorsque l'idée d'humanité est attaquée comme elle l'a été avec Madame Taubira, il est de notre devoir d'être juif, exigeant, responsable et parfaitement clair dans notre propos et dans nos réactions. On a peu entendu de réaction de la communauté juive à propos de ces insultes racistes. Sans doute n'y ai-je pas prêté suffisamment l'écoute, à savoir que les propos ont été tenus ou que des écrits ont été faits. Je ne sais pas. En tous les cas, la question pour nous ce matin ou ce soir n'est pas de dénoncer. La question est que la communauté ne peut, dans un moment comme celui-là, pas faire l'objet de la moindre remarque désobligeante comme quoi elle n'aurait pas réagi au racisme ordinaire. En 1983 avait lieu une grande marche pour l'égalité contre le racisme. 30 ans plus tard, aujourd'hui, les grandes associations antiracistes et les centrales syndicales appellent à marcher contre le racisme. Ce sera pour le 30 novembre prochain. Cette initiative fait suite à un appel à une marche des Républicains qui est prévue pour le 8 décembre à Paris et qui est lancée sur les réseaux sociaux. Les associations l'ont accueilli avec méfiance parce que certains de ces initiateurs milite au Parti Socialiste. Le Parti Socialiste qui organisera, lui, le 27 novembre, autrement dit demain, un grand meeting de défense de la République contre les extrémismes en présence des ministres Manuel Valls, Christiane Taubira et Vincent Peillon. 30 ans plus tard, après 1983, on a l'impression que rien n'a changé dans la société française. Vous avez très probablement raison. Dans les phrases que vous venez de prononcer, on retrouve des mots qui sont utilisés par les uns, par les autres, et qui pour beaucoup de Français ne veulent plus rien dire. À force de parler du combat contre le racisme et l'antisémitisme, on finit par ne plus savoir donner sens aux mots racisme, antisémitisme, xénophobisme, antijudaïsme, antisionisme. Vous voyez, des mots qui pour nous juifs ne recouvrent pas une même réalité. Mais souvent, les juifs sont mis dans un même sac. Et beaucoup de gens mettent non seulement les juifs, mais les gens qui réfléchissent au nom d'un raisonnement très primaire, au nom du bon sens du peuple, ils mettent les gens dans une même catégorie. Alors sans doute faut-il redéfinir chaque mot, parce que lorsqu'il y a un combat, lorsqu'il y a un écrit, lorsqu'il y a une manifestation, la question n'est pas simplement d'être contre quelque chose.
mais de savoir ce que l'on veut défendre. Et lorsque l'on veut défendre les valeurs de la République, il importe que les citoyens français, et les Juifs sont d'abord des citoyens français, déclinent le sens du mot République, c'est-à-dire res publica, la chose publique, le bien commun. Dès lors que l'on parle du bien commun, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un bien. Il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une valeur. Est-ce que tous les biens se valent? Est-ce que toutes les valeurs sont équivalentes? Est-ce qu'il y a une hiérarchisation dans l'ordre des valeurs? À partir du moment où tout se vaut, on arrive très vite à un climat de relativisme, et le climat de relativisme conduit très vite à soit la permissivité générale, soit l'exclusion des choses qui nous horripilent. Bon, ça serait un peu plus long à expliquer à cette antenne, mais nous sommes devant des faits de société, et pas simplement des propos racistes, antisémites, xénophobes ou autres, nous sommes devant des faits de société qui favorisent, à mes yeux, le caractère inaudible de ce qui est en train de se passer. Quand je dis qu'il favorise le caractère inaudible, c'est-à-dire qu'à force de raisonner d'une certaine façon, on finit par tout amalgamer, par tout confondre, et lorsque les grands mots sont utilisés, ils ne recouvrent guère une réalité tangible. C'est aussi cela qu'il faut rappeler à nos auditeurs ce soir. Alors, la question qu'on pourrait se poser ce soir, c'est: le racisme progresse-t-il en France? La Commission nationale consultative des droits de l'homme procède chaque année à une étude de la question, appuyée notamment sur une enquête d'opinion qui a été réalisée à la fin de l'année 2012 par le CSA auprès de 1029 personnes. Ces résultats pour 2012 sont assez parlants. Pas moins de 7% des sondés français s'avouent plutôt racistes et 22% un peu racistes. Un quart, 25% se disent pas très racistes, 44% pas racistes du tout. Un chiffre, c'est 44%, un chiffre en baisse de 5 points en un an. Il était de 49%. Pas du tout raciste en 2011. Par ailleurs, les 2/3 des sondés, 65%, estiment que certains comportements peuvent parfois justifier des réactions racistes. C'est probable. En même temps, je m'interroge sur la compréhension que nombre de sondés peuvent avoir du mot racisme. Je ne suis pas sûr qu'ils ne confondent pas une race et une ethnie. Par exemple, une race et une ethnie sont deux choses différentes. Et c'est peut-être parce que race et ethnie sont confondues qu'il nous arrive d'entendre dans la bouche de gens qui ne nous aiment guère que les Juifs sont racistes aujourd'hui. Pourquoi seraient-ils racistes? Parce que lorsqu'on parle d'un État d'Israël des Juifs, l'expression État d'Israël des Juifs est entendue par nombre de gens comme la marque de cet État est celui d'une race particulière qui est la race juive, alors qu'ils ne savent pas du tout ce que le mot race veut dire, encore faudrait-il le définir, alors qu'il peut y avoir des caractéristiques ethniques, il peut y avoir un projet culturel commun, il peut y avoir un projet historique commun. Mais le mot race, faut-il le rappeler, c'est un groupement d'hommes qui présente un ensemble de caractères physiques héréditaires communs. C'est ça une race. Quelle que soit leur langue, quelles que soient leurs mœurs, quelle que soit leur philosophie, quelle que soit leur culture. Une race est un fait biologique. Où y a-t-il un fait biologique qui caractérise l'hérédité, c'est-à-dire la transmission d'une identité juive? Certainement pas. Si quelqu'un veut devenir juif, il assume des responsabilités qu'un bédine lui demande de comprendre, donc prendre conscience, de comprendre et de prendre sur lui, et il devient juif. Ce n'est pas le caractère physique de la personne qui définit son identité juive. Ça, c'est l'inscription dans une ethnie. Lorsqu'on dit qu'une identité se transmet par la mère est juive, celui dont la mère est juive, c'est la caractéristique d'une ethnie, non pas la caractéristique d'une race. Il y a un sens à donner aux mots, sans quoi les sondages sont trompeurs, et sous couvert de racisme, on met plein de choses, comme la xénophobie, comme l'ethnisme, comme l'anti-quelque chose, et l'anti-quelque chose d'autre dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on avait suivi, je passe à un autre sujet, mais on va faire le lien très rapidement. On avait suivi toutes les questions concernant l'abattage rituel et la circoncision à l'échelon
européen. Or, on a vu ces dernières semaines beaucoup de partis d'extrême droite s'allier pour les prochaines élections européennes. Alors on est dans ce contexte de cette montée du racisme en France. On voit qu'à l'échelon européen, les partis extrémistes s'allient entre eux, notamment je pense au Front National français et aux partis d'extrême droite belges. Comment vous analysez non seulement ces prises de parole où aujourd'hui finalement le racisme est quelque chose de plus facilement exprimable, et d'un autre côté cette montée des extrémismes. Est-ce que la crise économique est la seule réponse à cela ? Je pense que ce qui caractérise une crise de manière générale, qu'elle soit économique ou morale, c'est la recherche d'un bouc émissaire. C'est-à-dire comment, face à la crise, ne pas avoir à réfléchir, à construire des solutions dans la durée, des solutions qui exigent beaucoup d'efforts, qui exigent beaucoup de réflexion, qui exigent probablement de souffrir un temps pour s'en sortir. C'est, face à la crise, le tout de suite. Il n'y a qu'à pour que, il suffit de. C'est ce que j'appelle, ou c'est ce que l'on appelle, la recherche des boucs émissaires. Or, nombre de sociétés, nous le savons, et c'est ce qui se passe en Europe, assistent au glissement des boucs émissaires. Autrefois, quand j'étais enfant, le bouc émissaire, c'était le capitalisme pour les marxistes. En un deuxième temps, il y a eu le tiers-mondisme, c'est-à-dire lorsque nombre de gens étaient déçus par l'embourgeoisement des classes ouvrières, eh bien, on est devenu tiers-mondiste. Ensuite, il y a eu l'altermondialisation, l'altermondialisme, qui a cumulé les deux. C'est-à-dire les deux réactions, c'est-à-dire détestation du capitalisme, détestation des classes ouvrières qui sont bourgeoises. Et alors on a basculé aujourd'hui avec une sorte d'écologisme, c'est-à-dire il s'agit de protéger la nature, il s'agit de protéger l'innocence de la terre, de l'animal, du bébé. Alors on retrouve évidemment les problèmes de l'abattage rituel, le problème de la Brit Mila, on le comprend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, qui est pour ces groupements qui s'associent en Europe, qui est responsable ? C'est celui qui vient dévorer la nature en Europe, alors qu'il n'y a pas droit, qu'il reste chez lui. Et non seulement il la dévore, mais en plus il l'abîme. Il l'abîme par son comportement, par ses mœurs, par son incapacité à s'intégrer. C'est un mélange à la fois de xénophobie, mais aussi de racisme, mais en un deuxième temps. C'est une xénophobie qui conduit au racisme, c'est-à-dire qui conduit à identifier le bouc émissaire à une race dont il faut se débarrasser à tout prix. Alors on n'est pas à Auschwitz, on n'est pas au Cambodge, on est ailleurs, et ce qui est le propre d'une pensée historique, c'est de ne pas confondre les époques et de ne pas imaginer que les solutions de hier s'appliquent telles quelles aujourd'hui. Restons à l'échelon européen. 3 juifs européens sur 4, 76%, estiment que l'antisémitisme a progressé au cours des 5 dernières années dans l'Union européenne, en particulier par le biais d'Internet. C'est ce que révèle une étude de l'Union européenne en marge de la commémoration de la Nuit de Cristal, ce pogrom contre la communauté juive sous le Troisième Reich qui avait eu lieu du 9 au 10 novembre 1938. 2 personnes interrogées sur 3 perçoivent l'antisémitisme comme un véritable problème, et ce sentiment est le plus fort en Hongrie, 91%, en France, 88%, pareil qu'en Belgique. C'est ce que dit en tout cas ce rapport établi par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Oui, mais en même temps, je ne suis pas sûr, je ne suis pas très compétent dans ce domaine et je n'ai que très peu d'assurance en vous répondant. Mais les mobiles qui conduisent à l'antisémitisme, et notamment à l'antisémitisme vis-à-vis des Juifs, ne sont probablement pas les mêmes en Hongrie qu'en France. Il y a des pays dont la culture est nationaliste, c'est-à-dire où, sur le fond, il ne s'est pas passé énormément de choses entre avant la guerre et après la guerre. À savoir que chez nous, il y a des liens de sang, il y a un rapport maternel, il y a un rapport à la langue, il y a un rapport à la culture, il y a un rapport à une certaine manière d'être homme qui fait que sur cette terre ne peut vivre qu'une certaine population. Il y a
des nations qui sont antisémites. En ce sens, c'est un antisémitisme de droite, c'est-à-dire ce que l'on pourrait caractériser comme étant un antisémitisme de forme sédentaire, c'est-à-dire la terre appartient à un peuple, à une langue, à une race, à des liens de sang. Et puis il y a une autre forme d'antisémitisme où l'État d'Israël sert de relais. L'Europe d'avant la guerre ne s'est pas montrée si prévoyante d'abord, prévenante, puis aidante des Juifs, parce qu'elle était effectivement de droite, sédentaire, ou faible, ou complaisante. Elle a tiré les leçons. Et elle est devenue cosmopolite. Elle est devenue européenne. C'est-à-dire qu'elle est devenue la nation qui s'intègre dans une espèce de confédération. Autrement dit, il faut faire tomber les barrières, il faut faire tomber les murs, il faut connaître des langues, il faut échanger les cultures, il faut se marier entre gens différents, etc. Le cosmopolitisme, le nomadisme, qui est très en vogue aujourd'hui en Europe. Mais lorsque ces Européens qui pensent avoir fait tchouva, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire avoir tiré les leçons de ce qui a pu rendre possible la Shoah en se comportant aux antipodes de ce qu'ils étaient avant la guerre, qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent un État d'Israël qu'ils considèrent comme dont on entend parler comme étant l'État des Juifs, donc qui refuserait que le Palestinien soit à part égale, ou le musulman soit à part égale avec le Juif, ce qui est à moitié vrai et à moitié faux. Ensuite, qui construit un mur pour bien se séparer de ses voisins, qui refuse l'altérité du Palestinien, considérant que l'altérité c'est un ennemi. Le Palestinien peut être l'autre, et l'autre c'est un concept très riche. J'apprends de l'autre, mais en même temps, l'autre peut aussi être un ennemi, et le traitement de l'altérité ne se traite pas comme le traitement des ennemis, ne s'opère pas comme le traitement des ennemis. L'autre, ça peut être un ennemi, c'est-à-dire quelqu'un qui veut me tuer. Alors que l'autre peut être mon complément, c'est-à-dire celui qui peut, par le dialogue, s'enrichir de moi et m'enrichir moi-même. Et puis, il y a aussi les mariages endogamiques, et puis il y a aussi la défense d'un rituel qui est considéré par certains comme archaïque, comme moyenâgeux, etc., etc. Tout ça donne l'image d'un repliement sur soi, comme si, et c'est le rêve des Européens, de nombre d'Européens qui, de ce fait, délégitiment progressivement l'État d'Israël, c'est que l'État d'Israël, ce qu'ils souhaiteraient, ces Européens, c'est qu'ils s'inscrivent dans un Proche-Orient qui ressemble à l'Europe, c'est-à-dire qui est une confédération israélo-palestinienne, où les peuples se mélangent, etc. Le seul problème, c'est que culturellement, historiquement, géographiquement et politiquement, cette solution est totalement impossible et les caractéristiques du Proche-Orient n'ont strictement rien à voir avec celles de l'Europe, aussi bien d'un point de vue culturel qu'historique ou géographique. Et là, on en arrive à dire aujourd'hui que les Juifs sont racistes, que les Juifs sont anti-quelque chose. Je pense que demain, on dira des Juifs qui sont antisémites, alors que le mot sémitisme est lié à une langue. Et il est aussi stupide de dire que les Juifs sont antisémites que de dire que l'arabe est antisémite ou que l'islam est antisémite. Il peut le devenir par perversion, mais étymologiquement, c'est un non-sens. Donc le problème, c'est que les mots ne veulent plus dire grand-chose et on mélange, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, on mélange tout, on fait des sondages, on demande aux gens de réagir, mais les gens ne savent pas à quelles questions ils répondent parce qu'ils ne savent pas le sens des mots. Alors, dans le contexte de ce que nous venons de dire, à quoi faut-il faire attention aujourd'hui? Je pense que ce à quoi il faut faire attention aujourd'hui est à la fois double et je dirais complexe. Double parce que aujourd'hui, au nom de la visibilité, on doit tout savoir sur tout le monde. Au nom de la traçabilité, on doit connaître l'historique d'une chose ou d'une personne ou d'un peuple. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tout est visible, il n'y a plus de relief, il n'y a plus de mise en perspective, il n'y a plus de désir d'observer à distance pour se rendre compte de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Pardonnez-moi de revenir sur un lieu commun dont nous avons déjà parlé ici dans le passé, c'est que ce qui caractérise la civilisation occidentale, à mes yeux, c'est le relativisme, à savoir que tout se vaut.
et on ne doit pas hiérarchiser les choses. Parce que dès lors que l'on hiérarchise, que l'on classe, on donne plus d'importance à une valeur qu'à une autre. La valeur qui aura moins d'importance sera portée par des gens qui se sentent discriminés, et au nom de la discrimination, on va dire qu'il y a perte de dignité. Et dès lors que l'on considère qu'au cœur du droit, c'est la dignité qui définit un sujet, et qui est probablement le dénominateur commun à toutes les déclinaisons du droit, alors on en arrive, par exemple, c'était la théorie des genres, dans le mariage pour tous, on en arrive à cette interdiction de hiérarchiser les valeurs et dire qu'une chose est un peu meilleure qu'une autre. Je peux respecter les homosexuels, je peux respecter leur désir d'avoir un enfant, mais ce n'est pas pour autant qu'un couple homosexuel qui a un enfant s'inscrit dans un système de valeurs qui est identique à celui d'un couple ou deux couples hétérosexuels qui ont des enfants. C'est cette interdiction de hiérarchiser, parce que dès qu'on hiérarchise, on crie au loup et on dit « alors vous discriminez ». Et donc c'est une atteinte à la dignité humaine, c'est une atteinte à l'idée d'humanité, et à ce moment-là vous devenez xénophobe, vous devenez raciste, vous devenez homophobe, autrement dit vous devenez des gens qu'il faut à tout prix exclure de la société, et face à cela, dès lors qu'il n'y a plus de hiérarchisation des valeurs, et je reviens au propos que je tenais tout à l'heure, nous sommes dans ce relativisme où tout se vaut, et quand tout se vaut, la permissivité est générale, puisqu'il n'y a pas lieu d'interdire une chose, dès lors qu'elle est équivalente à une autre, qu'elle n'est pas inférieure, et surtout qu'elle n'est pas mauvaise. Torah et société, c'est aussi la Torah. Demain, premier jour de Hanouka, qui nous rappelle un miracle qui a eu lieu lorsque les enfants d'Israël revinrent de leur exil de Babylone, prévu pour durer quelques heures. Une fiole d'huile trouvée dans les restes du temple de Jérusalem, qui devait se consumer en un jour, se renouvela durant 8 jours. À cette époque, ce retour d'exil se confrontait à deux mondes, le monde juif et le monde hellénique, avec une grande inquiétude déjà, celle de l'assimilation. Hanouka est une fête qui a été rajoutée par les sages de la Torah et qui ne figurait pas dans les convocations édictées par Dieu. Sans doute y avait-il une crainte du nationalisme, sans doute y avait-il une crainte de voir des valeurs politiques devenir des valeurs éthiques, et sans doute y avait-il une crainte de voir se confondre ce qui est de l'ordre de la nation et des passions nationalistes avec ce qui est de l'ordre de l'exigence spirituelle, ce qu'on appelle une éthique. J'ajouterais à l'occasion de Hanouka que peut-être ce qui ne doit pas arriver en Europe, sans doute c'est une crainte que nous devons avoir. Shmuel Trigano a rédigé quelques lignes à mes yeux très sûres à ce sujet il y a peu de temps dans un hebdomadaire juif où il espérait que l'on n'accorderait pas aux juifs un statut particulier. Ça, c'est une vraie crainte. Ce que j'entends par statut particulier, c'est par exemple pour la circoncision, puisqu'il est question de Hanouka et des Grecs, pour ce qui concerne la circoncision, pour ce qui concerne la Brit Mila ou d'autres choses demain, que l'on n'accorde pas un statut d'exceptionnalité aux Juifs, en disant tout ça, c'est pas bon, c'est contraire aux valeurs de la civilisation moderne, mais comme les Juifs ont une histoire douloureuse, on ne va pas s'attaquer à eux et on va supporter, on va leur donner un statut d'exception où ils auront droit au nom de leur statut de victime d'hier. Mais sur le fond, c'est une capitulation devant quelque chose qui devrait relever du bon sens. Le bon sens, c'est qu'un rite est un symbole, qu'un symbole donne à penser, et que se donner à penser est une richesse pour la culture et pour la civilisation. Or là, on tendrait à considérer que la symbolique juive, que le rituel juif est un mal pour l'homme. On peut l'accepter en certaines circonstances, comme je viens de le dire, parce que les Juifs, quand même, vous comprenez, on ne peut pas leur faire telle ou telle chose. Mais sur le fond, ce qui serait pas mal, et c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, il faudrait quand même protéger les Juifs contre eux-mêmes, contre leur violence, j'allais presque dire contre leur barbarie, contre leur manière d'attenter à l'intégrité du corps de l'enfant, de faire souffrir l'animal, de ne pas vouloir protéger l'animal par l'étourdissement, etc.
Vous savez, protéger les Juifs contre eux-mêmes, c'est l'expression, je crois, qu'employait Shmuel Trigano, c'est témoigner de la face sombre de l'identité juive. Et aujourd'hui, même si certaines choses restent tolérées, et resteront tolérées un certain temps, de plus en plus, je ne vais pas dire la nation, la culture de ce pays, la civilisation européenne tente à montrer que les Juifs n'ont pas évolué. Ils n'ont pas évolué sur le rituel, ils n'ont pas évolué, l'État d'Israël n'a pas compris les leçons de la Shoah, puisqu'il continue à se comporter comme un État-nation, alors que l'Europe, comme une sorte de confédération, c'est précisément l'affaissement des États-nations. Donc Israël ne comprend pas le sens de l'histoire, il va contre le sens de l'histoire, les Juifs vont contre le sens de la modernité et le progrès. C'est inquiétant aux yeux de nombre de gens en Europe, et si c'est si inquiétant pour nombre de gens en Europe, il importe que les Juifs s'en inquiètent. Pas en déplorant, pas en ruant dans les brancards, pas en tirant le signal d'alarme, en réfléchissant, en écrivant, en parlant, en enseignant, de manière à jouer pleinement le rôle tout au long du temps où les Juifs vivent dans cette Europe. Gilles Bernheim, je vous remercie et on allumera les bougies de Hanouka avec une réflexion particulière cette année en fonction de ce que nous venons de dire. Très bonne fête à vous de Hanouka. Hanouka Sameach à tous nos auditeurs.